Oui, vous commencez lundi. Ah, merci. Mes félicitations. Merci beaucoup. Bienvenue à Scoto. Des stages d'observation et de pratique accompagnés sont prévus en première année et une alternance en deuxième année. La rédaction d'un mémoire et sa soutenance sont également au programme. L'obtention du master permet une poursuite d'études en doctorat sous certaines conditions. Ce master MEF mention encadrement éducatif parcours CPE a pour objectif d'exercer le métier de conseiller principal d'éducation dans l'enseignement public ou l'enseignement privé sous contrat. Votre plaidoirie pour sauver Solano, ce que vous avez fait pour la remettre dans le droit chemin, votre empathie avec les élèves, ça s'appelle le feu sacré. Pour devenir CPE. Qui ça, moi? Oui, vous. Le poste est vacant. Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus pour un nouveau coup d'œil sur les épisodes de la semaine diffusés par France 3 de Plus belle la vie. Il me tardait de découvrir les seconds pas du nouveau personnage Vanessa. C'est comme Capri, c'est déjà fini. Une superbe écriture sur du long terme. Et en parlant de long terme et sans ironie ce coup-ci, eh bien on nous tease progressivement un retour aux sources pour Barbara et Abdel 10 ans après leur rupture. On donne surtout l'impression de tourner un petit peu en rond puisqu'on ne sait pas vraiment quelle orientation donner au personnage de Barbara sentimentalement. Et des sentiments, il n'en est pas vraiment question entre Franck et Kayla qui sont déterminés à célébrer leur mariage blanc malgré l'association Barrault-Ménard, puisque les deux hommes ne veulent pas lâcher le morceau. Allez, rentrons dans le détail de tout ça. Alors déjà, je voudrais dire que je suis assez étonné de constater la légèreté dans laquelle bascule cette intrigue sociétale. Après avoir extrêmement joué la carte de la corde sensible sur Kayla, ses mésaventures en France, son mauvais traitement, la misère de sa famille, eh bien ses ennemis sont un poil dédiabolisés. Barrault a été présenté comme l'ennemi public numéro 1 et force est de constater que dorénavant, son association avec Ménard joue davantage sur le registre de la comédie et c'est ce qui m'interpelle. Pardonnez-moi ce parallèle avec l'intrigue incluant Adriana Carambeu dont je ferai la critique dans quelques instants, mais un premier exemple, Barrault est plutôt traité comme une girouette influençable qui décide notamment devant le micro de Massilia News, comme si des centaines de milliers d'électeurs le regardaient à cet instant, d'infléchir sa décision. Il voulait réserver le local à des boulistes et il maintient sa décision finalement sous la pression d'Adriana Carambeu et de Sabrina de bien accorder ce local à des réfugiés. C'est une scène plutôt comique, plutôt légère. Et puis Ménard, lui, il est ridiculisé au moment d'espionner Franck, Kayla, Delphine, Valentin, Laetitia, quand ceux-ci célèbrent le mariage blanc à venir. On le voit un petit peu franchouillard, prêt à toutes les bassesses et à se rabaisser lui-même pour obtenir sa croûte. Quoi qu'il en soit, il détient la preuve que le mariage de Franck et Kayla ne tient pas la route puisque Franck et Delphine s'embrassent sous son appareil. Bah là, normalement, ça signe la fin du game pour les fraudeurs, mais on n'est pas à un miracle près dans Plus belle la vie. Voilà, moins de dramaturgie, mais des enjeux qui restent colossaux. Ménard qui intimide Kayla, qui prend la poudre d'escampette pour la deuxième fois en quelques mois. Franck part désespérément à sa recherche, avant que Delphine n'intimide à son tour Ménard, et puis voilà, ça va dégénérer, elle va le frapper derrière la tête. Ils vont avec Franck le dessaper, l'abandonner à des dizaines de kilomètres de Marseille. Alors Ménard n'est pas comme Barrault, un élu, mais il est quand même violemment agressé, déshabillé, c'est une vraie humiliation et c'est traité par un aspect comique, voilà, il l'a sans doute bien cherché, estime-t-on. C'est assez surprenant la manière dont cette intrigue, l'évolution de cette intrigue dans la façon dont elle est traitée est assez particulière, voilà, Ménard et Barrault ça deviennent des comiques, les agressions avec des coups derrière la tête ça devient drôle également. Maintenant, il y a le mariage qui arrive et tout n'est pas réglé, hein, évidemment, car les preuves de Ménard vont bien servir à quelque chose puisqu'il va se réveiller à temps pour la cérémonie et Kayla elle va avoir un gros doute quand Barrault va lui poser la question de savoir si elle veut épouser Franck. Et puis on a également Valentin et Delphine qui décident d'aller au bout de leur plaisanterie pour crédibiliser le couple formé par Franck et Kayla. Je suis curieux de savoir en tout cas comment Franck et Kayla vont s'en sortir puisqu'ils risquent très cher dans la loi, mais bon, beaucoup de personnages de Plus belle la vie ont dépassé la ligne rouge et s'en sont toujours tirés à bon compte, donc
Voilà, je me fais du souci, mais plutôt modérément pour Franck, Kayla et la bande. L'amour dure 3 ans entre Romain et Adriana. Il va durer 3 semaines, oui, parce que Adriana Carambeu ne sera déjà plus au Mistral au mois de décembre. Pas grand monde croit à cette idylle et je doute que les auteurs eux-mêmes aient écrit avec une grande conviction cette romance entre le mannequin et le médecin. Je parlais précédemment d'une scène d'autodérision dans laquelle Adriana Carambeu est vivement critiquée au restaurant, notamment pour sa propension à multiplier les opérations de chirurgie esthétique. Et bien force est de constater en observant ces derniers épisodes que mon impression est bien différente. Adriana Carambeu est une sacro-sainte au Mistral, abordable, gentille avec tout le monde, combative auprès d'une association, parée à manger chez le premier venu et même à y faire la vaisselle. Bon, il y a sans doute un petit peu de vrai là-dedans, c'est effectivement une femme engagée, mais on ne peut pas dire qu'elle ait jusqu'à présent mis son image en danger en incarnant son propre rôle. J'avais indiqué qu'il fallait pour Romain une femme à poigne pour un couple fonctionnel, et que Fanny s'était vouée à l'échec. Et bien malheureusement, les scénaristes ont jeté leur dévolu sur une personnalité tout autant soporifique, et Romain va maintenant faire un choix entre Adriana et Fanny. Oui, parce que Romain a du mal avec la célébrité d'Adriana. Tous les articles de presse en son nom et qui parlent des pieds de Romain, de ses petites habitudes. Ah, ça a dû vous choquer, mais Romain, il a piqué une énorme colère comme ça, et puis Adriana, ça l'a secoué. Elle a pris une décision radicale, elle a accepté son contrat à Milan après une telle crise où il a dépassé les limites et le niveau acoustique. Romain s'est fort heureusement excusé. Bon, et maintenant, Fanny lui révèle qu'elle est très malheureuse et que l'ancien sauveur de Luna va devoir faire le choix le plus traditionnel de toute l'ère de l'humanité masculine. La blonde ou la brune? Qui de la blonde ou de la brune va réussir à se faire mousser? Devant une Alison qui a décidé de fuir, d'oublier Abdel avec le premier mec rencontré, eh bien Barbara, elle, se retrousse les manches. On oublie les coups de sang en parachute pour se catapulter dans un sombre quartier de Marseille où quelque chose de pas net se traîne. Elle y rencontre Leïla, l'amie musulmane de Nisma, et elle rencontre ensuite cette dernière quelques instants plus tard, avant de se faire enlever par Jérémy, le jumeau maléfique d'Alexandre. Il se retrouve donc sur le territoire des Soubérans, et j'ai fait des petites recherches, il y a en tout et pour tout 30 000 familles en France qui portent le nom de Soubérans. Ils sont loin d'être uniques, nos amis complotistes et négationnistes. En tout cas, Jérémy, lui, il a oublié un temps son attirance pour Nisma, afin de se concentrer sur sa nouvelle proie qu'il soumet au conseil familial. C'est le même sort subi quelques mois plus tôt par Fanny, sauf que là, la famille, elle vote à l'unanimité contre la mort de Barbara. Bon, seul Bilal est réticent quand même, alors Nisma, après avoir dégommé des boîtes de conserve, elle est prête à dégommer Barbara, le premier amour de son tuteur. Mais un rebondissement intervient le lendemain, puisque Barbara parvient à prouver à Nisma qu'Abdel est bel et bien vivant, et tout est de nouveau chamboulé pour une Nisma dont le lavage de cerveau aura été le plus expéditif et le moins duratif de toute l'histoire des lavages de cerveau. Bilal est soulagé de retrouver enfin sa sœur après l'avoir perdue. Peut-être 2 ou 3 jours. Et donc le tandem s'échappe et emmène Barbara dans son véhicule. Voilà, elle s'était garée de manière un peu sauvage, mais la fourrière, voilà, elle n'a pas été appelée. Il regagne donc l'appartement tranquillou d'Abdel et Alison. Avec Barbara, oui, en tout bien tout honneur, elle s'est proposée gentiment de squatter pour garder les ados le temps qu'il faudra. Le coucou, à cause de sa capacité à s'approprier le bien de ses victimes. Leur voiture, leur maison, leur lit, leurs vêtements, leur compte en banque. Le coucou, c'est bien connu, a la fâcheuse tendance à s'installer dans le nid des autres. On pensait qu'Emma allait rentrer dans Barbara physiquement, puisqu'elle a quand même couché avec Baptiste, mais la fille de Léo devrait se méfier du retour d'Alison, car je pense qu'on pourrait avoir une explication assez musclée à l'avenir. Personnellement, je la souhaite, même si les deux filles ont chacune des torts. Parallèlement à Barbara, parvenue à retrouver la trace d'Abdel, eh bien le jeune homme a la mission de sauver Amina, la fille d'Imen. Cette dernière lui a laissé la vie sauve afin de lui laisser l'opportunité de retrouver sa fille radicalisée. On a un Abdel bien préparé qui a le soin du détail pour faire croire qu'il a combattu en Syrie. Il cible bien la localisation devant celui qui semble mener cette petite troupe de djihadistes. Je ne sais pas si l'accent de Marwan Béréni est très approprié, mais pour l'instant, ça passe. Par contre, il n'est pas certain qu'Abdel se mette véritablement en danger, car il est annoncé dans les prochaines semaines que le Mistral va célébrer une bonne nouvelle, et je pense que cette nouvelle rassurante, c'est le retour de l'enfant prodige au quartier. En tout cas, on a un Abdel qui joue la radicalisation, pour de faux évidemment, puisqu'il rejette assez violemment Nisma quand celle-ci
parvient finalement à le retrouver et elle aimerait bien s'excuser pour leur dernière discussion qui n'a pas été des plus agréables pour le fils de Karim. En attendant, Adèle réussit une première mission, celle de remettre un colis à un certain Gabriel. Gabriel authentique, on connaît tous, est tellement absent des écrans voilà, qu'on peut même se permettre d'emprunter son prénom pour un personnage ultra secondaire, voire tertiaire. Et dans cette mission, Abdel a réussi à échapper à un contrôle au faciès en faisant mine d'appeler le procureur Revel. Donc pour l'instant, c'est du tout malin. Maintenant, si l'islam continue à être l'un des enjeux de cet arc, il sera intéressant de constater quel va être le rapport d'Abdel à la foi. Est-ce que sa mission aura une quelconque influence, puisqu'il s'en est toujours tenu à l'écart, à l'instar de son père? Et quid de Nisma, elle, qui n'a plus jamais remis son foulard depuis qu'elle a été accueillie par les soubérans, si on peut parler d'accueil? Va-t-elle par exemple couper les ponts avec Leïla? Toute cette question mérite d'être posée en attendant le retour d'Alison, le futur d'Adèle et Barbara, et puis la réaction de Karim quand il aura appris toute la vérité. Sans une once d'hésitation, je fustige le traitement réservé à Vanessa Léandri. Je ne sais pas ce que les scénaristes ont voulu faire avec la CPE, car je crains surtout le message envoyé, qui pour moi est désastreux, le double message même. J'ai accueilli à bras ouverts ce personnage qui incarnait une autorité retrouvée en sein d'un lycée qui en manque cruellement, puisque Léandri était pour moi la complémentarité parfaite d'un Rocha dont la préoccupation principale au sein de son bureau consistait quand même à faire brillanter ses maquettes. Oui mais voilà, en moins de 2 semaines, le potentiel de ce personnage a été totalement déconstruit avec un basculement nauséabond, puisque Mousse a découvert que Léandri voulait expulser Betty, non pas parce qu'elle s'habillait comme une call girl au lycée, non pas parce qu'elle a ouvertement proposé un plan cul à sa CPE, non pas parce qu'elle sèche 2 jours sur 3 en cours, non pas parce qu'elle a allumé un joint dans les couloirs, non, parce qu'elle ne pouvait pas refouler davantage ses pulsions lesbiennes. Donc, Léandri a giflé Mousse parce qu'il l'a déshabillée de l'esprit, Rocha s'est rangé du côté de celui qu'il considérait comme un sous-fifre au moment de recruter sa nouvelle CPE. Autoritaire avec ses défauts dont on pouvait creuser pour l'installer au Mistral, on en a fait une dinde qui a souhaité se racheter auprès des terribles Nathan et Blanche en leur offrant des petits croissants et des pains au raisin. Et tout ça pour au final se prendre la 12 millième leçon de morale de Blanche. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Oh, et puis Mousse va devenir le nouveau CPE de Scoto, hein, vous l'avez vu en début de vidéo. Voilà, l'autorité elle est... Je me demande comment il va reprendre en main des élèves qui associent l'armistice du 11 novembre à la Seconde Guerre mondiale. C'est un avis très personnel, mais de mon côté, j'approuve cette relation Valentin-Laetitia. Au-delà de la confrontation, du choc des cultures entre un milliardaire qui peut tout s'offrir en claquant des doigts et une famille dont on a suivi les nombreux déboires au sein des Bélestat, cette association est une brillante idée de départ qui a été plutôt bien relancée avec cette histoire de jalousie et de faux mariage. Sébastien n'a jamais constitué pour Laetitia un partenaire crédible, contrairement à son rival, et bien que c'est un petit peu tourné en rond après l'île des naufragés, le petit manège de Delphine et Valentin m'a plutôt diverti. J'ai mis encore une petite réserve, il ne faut pas que les concessions proviennent que d'en haut par la simple justification que Valentin provienne du haut du panier. Dans toutes les circonstances, pour qu'un couple fonctionne, ce sont des concessions communes et on sent quand même qu'on nous laisse croire que c'est à Valentin seul de s'adapter à l'environnement de sa partenaire. Voilà, je ne suis pas d'accord avec cette vision unilatérale des choses. Si on laisse enfin du temps à Laetitia et Valentin de s'épanouir, voilà, moi je veux les voir trouver un juste milieu et je suis sûr que ce couple est voué au bonheur et à la réussite. Avant de nous quitter, je vous donne rendez-vous mardi soir pour une vidéo qui sera consacrée au prochain prime de Plus belle la vie, Blackout, à retrouver le mardi 30 novembre sur France 3. Au programme des infos, des projections sur ce qui peut se passer, des hypothèses sur les scénarios et quelles répercussions sur la fin d'année, car là, oui, on va rentrer dans le sprint final de cette année 2021. Ah aussi, je vais sûrement interviewer l'un des comédiens de ce prime, donc n'hésitez pas à me faire des suggestions dans les commentaires. Je vous mettrai un lien de l'interview dès qu'elle sortira, à savoir le soir même du Prime. Et pour être sûr de ne rien rater de tout ça, n'hésitez pas à vous abonner et contenter Pénélope en la gratifiant d'un pouce bleu, ou sinon dislike, oui parce que YouTube va bientôt les supprimer, donc si vous voulez vous faire un dernier petit plaisir sur moi et Pénélope, bon bah allez-y. Je vous remercie en tout cas d'être fidèle, et je vous dis dans quelques jours, dans ce podcast qui est vôtre, mais surtout, mistralement nôtre. Bye bye.